La fille de mon père. Quand j'eus 14, 15 ans, des bras longs, le dos plat, le menton trop petit, des yeux pères que le sourire rendait obliques, ma mère se mit à me considérer, comme on dit, d'un drôle d'air. Elle laissait parfois tomber sur ses genoux son livre ou son aiguille, et m'envoyait par-dessus ses lunettes un regard gris-bleu étonné, quasi soupçonneux. « Qu'est-ce que j'ai encore fait, maman ?»« Tu ressembles à la fille de mon père. » Puis, elle fronçait les sourcils et reprenait l'aiguille ou le livre. Un jour, elle ajouta, à cette réponse devenue traditionnelle, « Tu sais qui est la fille de mon père ?»« Mais c'est toi, naturellement. »« Non, mademoiselle, ce n'est pas moi. »« Oh, tu n'es pas la fille de ton père. » Elle rit, point scandalisée d'une liberté de langage qu'elle encourageait. « Mon Dieu, si. Moi, comme les autres, va. Il en a eu, qui sait combien. Moi-même, j'en ai pas connu la moitié. Irma, Eugène et Paul et moi, tout ça venait de la même mère, que j'ai si peu connue. Mais toi, tu ressembles à la fille de mon père, cette fille qui nous apporta un jour à la maison, nouvelle-née, sans seulement prendre la peine de nous dire d'où elle venait, ma foi. Ah, ce gorille. Tu vois comme il était laid, Minet chéri. Eh bien, les femmes se pendaient tout à lui. Elle leva son dé vers le daguerréotype accroché au mur, le daguerréotype que j'enferme maintenant dans un tiroir, et qui recèle sous son teint d'argent le portrait en buste d'un homme de couleur, Carteron, je crois, haut cravaté de blanc, l'œil pâle et méprisant, le nez long au-dessus de la lippe nègre qui lui valut son nom. « Laid, mais bien fait, » poursuivit ma mère. « Et séduisant, je t'en réponds, malgré ses ongles violets. Je lui en veux seulement de m'avoir donné sa vilaine bouche. » Une grande bouche, c'est vrai, mais bonne et vermeille. Je protestais. « Oh non, t'es jolie, toi. » Je sais ce que je dis. Du moins, elle s'arrête à moi, cette lippe. La fille de mon père nous vint quand j'avais 8 ans. Le gorille me dit « Élevez-la, c'est votre sœur. » Il nous disait « vous ». À 8 ans, je ne me trouvais pas embarrassée, car je ne connaissais rien aux enfants. Une nourrice, heureusement, accompagnait la fille de mon père. Mais j'eus le temps, comme je la tenais sur mes bras, de constater que ses doigts ne semblaient pas assez fuselés. Mon père aimait tant les belles mains. Et je modelais, séance tenante, avec la cruauté des enfants, ces petits doigts mous qui fondaient entre les miens. La fille de mon père débuta dans la vie par 10 petits abcès en boule, 5 à chaque main, au bord de ses jolis ongles bien ciselés. Oui, tu vois comme ta mère est méchante. Une si belle nouvelle-née. Elle criait. Le médecin disait « Je ne comprends rien à cette inflammation digitale. » J'écoutais épouvanté ce mot digital et je tremblais. Mais je n'ai rien avoué. Le mensonge est tellement fort chez les enfants. Cela passe généralement plus tard. Deviens-tu un peu moins menteuse, toi qui grandis, Minet chérie ? C'était la première fois que ma mère m'accusait de mensonge chronique. Tout ce qu'une adolescente porte en elle de dissimulation perverse ou délicate chancela brusquement sous un profond regard gris, divinateur, désabusé. Mais déjà la main posée sur mon front se retirait, légère, et le regard gris, retrouvant sa douceur, son scrupule, quittait généreusement le mien. Je l'ai bien soignée après, tu sais, la fille de mon père. J'ai appris. Elle est devenue jolie, grande, plus blonde que toi. Et tu lui ressembles, tu lui ressembles. Je crois qu'elle s'est mariée très jeune. Elle a seulement vécu ses premières années avec nous, Eugène, Paul, Irma et moi, et avec Jean le grand singe, dans la maison où mon père fabriquait du chocolat. Le chocolat, dans ce temps-là, ça se faisait avec du cacao, du sucre et de la vanille. En haut de la maison, les briques de chocolat séchaient, posées toutes molles sur la terrasse. Et chaque matin, des plaques de chocolat révélaient, imprimées en fleurs creuses à 5 pétales, le passage nocturne des chats. Je l'ai regretté, la fille de mon père. Et figure-toi, Minet chérie, la suite de cet entretien manque à ma mémoire. La coupure est aussi brutale que si je fusse à ce moment devenue sourde. C'est qu'indifférente à la fille de mon père, je laissais ma mère tirer de l'oubli les morts qu'elle aimait et je restais rêveusement suspendue à un parfum, à une image suscitée. L'odeur du chocolat en briques molles, la fleur creuse et close sous les pattes du chat errant. La noce.
Henriette Boisson ne se mariera pas. Je n'ai pas à compter sur elle. Elle pousse devant elle un rond petit ventre de 7 mois qui ne l'empêche ni de laver le carrelage de sa cuisine, ni d'étendre la lessive sur les cordes et sur la haie de fusain. Ce n'est pas avec un ventre comme celui-là qu'on se marie dans mon pays. Madame Pommier et Madame Léger ont dit 20 fois à ma mère « Je ne comprends pas que vous gardiez auprès d'une grande fille comme la vôtre une domestique que… » Mais ma mère a répondu vertement qu'elle se ferait plutôt montrer au doigt que de mettre sur le pavé une mère et son petit. Donc, Henriette Boisson ne se mariera pas. Mais Adrienne Septmans, qui tient chez nous l'emploi de femme de chambre, est jolie, vive, et elle chante beaucoup depuis un mois. Elle chante en cousant, épingle à son cou un nœud où le satin s'enlace à la dentelle autour d'un motif de plomb qui imite la marcassite. Elle plante un peigne à bord de perles dans ses cheveux noirs et tire, sur son busc inflexible, les plis de sa blouse en Vichy, chaque fois qu'elle passe devant un miroir. Ces symptômes ne trompent pas mon expérience. J'ai 13 ans et demi et je sais ce que c'est qu'une femme de chambre qui a un amoureux. Adrienne Septmans se mariera-t-elle ? Là est la question. Chez les Septmans, elles sont 4 filles, 3 garçons, des cousins, le tout abrité sous un chaume ancien et fleuri au bord d'une route. La jolie noce que j'aurai là. Ma mère s'en lamentera 8 jours, parlera de mes fréquentations, de mes mauvaises manières, menacera de m'accompagner, y renoncera par fatigue et par sauvagerie naturelle. J'épie Adrienne Septmans. Elle chante, bouscule son travail, court dans la rue, rit haut sur un ton factice. Je respire autour d'elle ce parfum commun qu'on achète ici chez Maumont, le coupeur des cheveux, ce parfum qu'on respire, semble-t-il, avec les amygdales et qui fait penser à l'urine sucrée des chevaux séchant sur les routes. « Adrienne, vous sentez le patchouli !» décrète ma mère, qui n'a jamais su ce qu'était le patchouli. Enfin, je rencontre dans la cuisine un jeune gars noir sous son chapeau de paille blanche, assis contre le mur et silencieux comme un garçon qui est là pour le bon motif. J'exulte, et ma mère s'assombrit. « Qui aurons-nous après celle-là » demanda-t-elle en dînant à mon père. Mais mon père s'est-il aperçu seulement qu'Adrienne Septmans succédait à Marie Bardin. « Ils nous ont invités » ajoute ma mère. Naturellement, je n'irai pas. Adrienne m'a demandé la petite comme demoiselle d'honneur. C'est bien gênant. La petite est debout et dégoise sa tirade préparée. « Maman, j'irai avec Julie David et toutes les Follets. Tu comprends bien qu'avec toutes les Follets, tu n'as pas besoin de te tourmenter. C'est comme si j'étais avec toi. Et c'est la charrette de Madame Follet qui nous emmène et qui nous ramène. Et elle a dit que ces filles ne danseraient pas plus tard que 10 heures et… » Je rougis et je m'arrête, car ma mère, au lieu de se lamenter, me couvre d'un mépris extrêmement narquois. « J'ai eu 13 ans et demi, dit-elle. Tu n'as pas besoin de te fatiguer davantage. Dis donc simplement « J'adore les noces de domestiques. » Ma robe blanche à ceinture pourpre, mes cheveux libres qui me tiennent chaud, mes souliers mordorés, trop courts, et mes bas blancs, tout était prêt depuis la veille. Car mes cheveux eux-mêmes, tressés pour l'ondulation, m'ont tiré les tempes pendant 48 heures. Il fait beau, il fait torride, un temps de noces au champ. La messe n'a pas été trop longue. Le fils Follet m'a donné le bras au cortège, mais après le cortège, que voulez-vous qu'il fasse d'une cavalière de 13 ans ? Madame Follet conduit la charrette qui déborde de nous, de nos rires, de ses 4 filles pareilles en bleu, de Julie David en mohair changeant en mauve et rose. Les charrettes dansent sur la route et voici proche l'instant que j'aime le mieux. D'où me vient ce goût violent du repas des noces campagnardes ? Quel ancêtre me légua, à travers des parents si frugaux, cette sorte de religion du lapin sauté, du gigot à l'ail, de l'œuf mollet au vin rouge, le tout servi entre des murs de grange nappés de draps écrus où la rose rouge de juin, épinglée, resplendit. Je n'ai que 13 ans, et le menu familier de ces repas de 4 heures ne m'effraie pas. Des compotiers de verre, emplis de sucre en morceaux, jalonnent la table. Chacun sait qu'ils sont là pour qu'on suce, entre les plats, le sucre trempé dans du vin, qui délie la langue et renouvelle l'appétit. Bouilloux et l'abbé, curiosités gargantuesques, font assaut de gueule, chez les Septmans comme partout où l'on se marie. L'abbé boit le vin blanc dans un seau à traire les vaches. Bouilloux se voit apporter un gigot entier dont il ne cède rien à personne que l'os dépouillé. Chansons, mangeailles, beuveries, la noce d'Adrienne est une bien jolie noce.
5 plats de viande, 3 entremets et le nougat monté où tremble une rose en plâtre. Depuis 4 heures, le portail béant de la grange encadre la mare verte, son abri d'orme, un pan de ciel où monte lentement le rose du soir. Adrienne Septmans, noire et changée dans son nuage de tulle, accable de sa langueur l'épaule de son mari et essuie son visage où la sueur brille. Un long paysan osseux beugle des couplets patriotiques. « Sauvons Paris! Sauvons Paris !» Et on le regarde avec crainte, car sa voix est grande et triste, et lui-même vient de loin. Pensez, un homme qui est de Dampierre sous Bouilly, au moins 30 kilomètres d'ici. Les hirondelles chassent et crient au-dessus du bétail qui boit. La mère de la mariée pleure inexplicablement. Julie David a taché sa robe. Les 4 follets, en bleu, dans l'ombre grandissante, sont d'un bleu de phosphore. On allumera les chandelles que pour le bal. Un bonheur en dehors de mon âge, un bonheur subtil de gourmand repu me tient là, douce, emplie de sauce de lapin, de poulet au blanc et de vin sucré. L'aigre violon de Rouillard pique au jarret, soudain toutes les follets. Et Julie, et la mariée, et les jeunes fermières à bonnet tuyauté. En place pour le quadrille. On traîne dehors, avec les tréteaux et les bancs, l'abbé et Bouilloux désormais inutiles. Le long crépuscule de juin exalte le fumet de l'étable à porc et du clapier proche. Je suis sans désir, lourde pour danser, dégoûtée et supérieure comme quelqu'un qui a mangé plus que son soûl. Je crois bien que la bombance, la mienne, est finie. « Viens nous promener », me dit Julie David. C'est dans le potager de la ferme qu'elle m'entraîne. L'oseille froissée, la sauge, le vert poireau encensent nos pas, et ma compagne jase. Elle a perdu sa frisure de mouton, préparée par tant d'épingles doubles, et sa peau de fillette blonde miroite sur les joues comme une pomme frottée. Le fils Caillon m'a embrassée. J'ai entendu tout ce que le jeune marié vient de dire à sa jeune mariée. Il lui a dit « Encore une Scottish et on leur brûle la politesse ». Armandine Follet a tout rendu devant le monde. J'ai chaud. Un bras moite de fillette colle au mien que je dégage. Je n'aime pas la peau des autres. Une fenêtre, au revers de la maison de ferme, est ouverte, éclairée. La ronde des moustiques et des sphinx tournoie autour d'une lampe pigeon qui file. « C'est la chambre des jeunes mariés », souffle Julie. La chambre des jeunes mariés. Une armoire de poirier noir, énorme, opprime cette chambre basse aux murs blancs, écrase entre elle et le lit une chaise de paille. 2 très gros bouquets de roses et de camomilles, cordés comme des fagots, se fanent sur la cheminée, dans les vases de verre bleu, et jusqu'au jardin dilate le parfum fort et flétri qui suit les enterrements. Sous les rideaux d'Andrinople, le lit étroit et haut, le lit bourré de plumes, bouffi d'oreillers en duvet d'oie, le lit où aboutit cette journée toute fumante de sueur, d'encens, d'haleine de bétail, de vapeur de sauce. L'aile d'un phalène grésille sur la flamme de la lampe et l'éteint presque. Accoudée à la fenêtre basse, je respire l'odeur humaine, aggravée de fleurs mortes et de pétrole qui offensent le jardin. Tout à l'heure, les jeunes mariés vont venir ici. Je n'y avais pas pensé. Ils plongeront dans cette plume profonde. On fermera sur eux les contrevents massifs, la porte, toutes les issues de ce petit tombeau étouffant. Il y aura entre eux cette lutte obscure sur laquelle la candeur hardie de ma mère et la vie des bêtes m'ont appris trop et trop peu. Et puis, j'ai peur de cette chambre, de ce lit auquel je n'avais pas pensé. Ma compagne rit et bavarde. « Dis, tu as vu que le fils Follet a mis à sa boutonnière la rose que je lui ai donnée ? Dis, tu as vu que Nana Bouilloux a un chignon ? À 13 ans, vrai ? Moi, quand je me marierai, je ne me gênerai pas pour dire à maman « Mais où tu vas ? Où tu vas ?» Je cours, foulant les salades et les tumulus de la fosse d'asperges. « Mais attends-moi, mais qu'est-ce que tu as ?» Julie ne me rejoint qu'à la barrière du potager, sous le halo rouge de poussière qui baigne les lampes du bal, près de la grange ronflante de trombones, de rires et de roulements de pieds, la grange rassurante où son impatience reçoit enfin la plus inattendue des réponses, bêlée parmi des larmes de petite fille égarée. Je veux aller voir maman.
Ma sœur aux longs cheveux. J'avais 12 ans. Le langage et les manières d'un garçon intelligent, un peu bourru, mais la dégaine n'était point garçonnière, à cause d'un corps déjà façonné fémininement, et surtout de 2 longues tresses sifflantes comme des fouets autour de moi. Elle me servait de corde à passer dans l'anse du panier à goûter, de pinceau à tremper dans l'encre ou la couleur, de lanière à corriger le chien, de ruban à faire jouer le chat. Ma mère gémissait de me voir massacrer ces étrivières d'or châtain, qui me valaient, chaque matin, de me lever une demi-heure plus tôt que mes camarades d'école. Les noirs matins d'hiver, à 7 heures, je me rendormais assise devant le feu de bois, sous la lumière de la lampe, pendant que ma mère brossait et peignait ma tête ballante. C'est par ces matins-là que m'est venue, tenace, l'aversion des longs cheveux. On trouvait de longs cheveux pris aux basses branches des arbres dans le jardin, de longs cheveux accrochés au portique où pendait le trapèze à la balançoire. Un poussin de la basse-cour passa pour estropié de naissance jusqu'à ce que nous eussions découvert qu'un long cheveu, recouvert de chair bourgeonnante, ligotait étroitement l'une de ses pattes et l'atrophiait. Cheveux longs, barbare parure, toison où se réfugie l'odeur de la bête, vous qu'on choie en secret et pour le secret, vous qu'on montre tordu et roulé, mais que l'on cache épars, qui se baigne à votre flot, déployé jusqu'aux reins. Une femme surprise à sa coiffure fuit comme si elle était nue. L'amour et l'alcôve ne vous voient guère plus que le passant. Libre, vous peuplez le lit de rette dont s'accommode mal l'épiderme irritable, d'herbe où se débat la main errante. Il y a bien un instant, le soir, quand les épingles tombent et que le visage brille, sauvage, entre des ondes mêlées, il y a un autre instant pareil, le matin. Et à cause de ces 2 instants-là, ce que je viens d'écrire contre vous, longs cheveux, ne signifie plus rien. Nattés à l'alsacienne, 2 petits rubans voletant au bout de mes 2 tresses, l'arrêt au milieu de la tête, bien enlaidi avec mes tempes découvertes et mes oreilles trop loin du nez, je montais parfois chez ma sœur aux longs cheveux. À midi, elle lisait déjà, le grand déjeuner finissant à 11 heures. Le matin couché, elle lisait encore. Elle détournait à peine, au bruit de la porte, ses yeux noirs mongols, distraits, voilés de romans tendres ou de sanglantes aventures. Une bougie consumée témoignait de sa longue veille. Le papier de la chambre, gris de perles à bluets, portait les traces près du lit des allumettes qui frottaient la nuit avec une brutalité insouciante ma sœur aux longs cheveux. Sa chemise de nuit chaste, manches longues et petit col rabattu, ne laissait voir qu'une tête singulière, d'une laideur attrayante, à pommettes hautes, à bouche sarcastique de jolis calmouques. Les épais sourcils mobiles remuaient comme 2 chenilles soyeuses, et le front réduit, la nuque, les oreilles, tout ce qui était chair blanche, un peu anémique, semblait condamné d'avance à l'envahissement des cheveux. Ils étaient si anormaux en longueur, en force et en nombre, les cheveux de Juliette, que je ne les ai jamais vus inspirer, comme ils le méritaient pourtant, l'admiration ni la jalousie. Ma mère parlait d'eux comme d'un mal inguérissable. « Ah mon Dieu, il faut que j'aille peigner Juliette !» soupirait-elle. Les jours de congé, à 10 heures, je voyais ma mère descendre, fatiguée, du 1er étage, jeter là l'attirail des peignes et des brosses. « Je n'en peux plus, j'ai mal à ma jambe gauche, je viens de peigner Juliette. » Noire, mêlée de fils roux, mollement ondée, les cheveux de Juliette, défaits, la couvraient exactement tout entière. Un rideau noir, à mesure que ma mère défaisait les tresses, cachait le dos. Les épaules, le visage et la jupe disparaissaient à leur tour, et l'on n'avait plus sous les yeux qu'une étrange tente conique, faite d'une soie sombre à grandes ondes parallèles, fendue un moment sur un visage asiatique, remuée par 2 petites mains qui maniaient à tâtons l'étoffe de la tente. L'abri se repliait en 4 tresses, 4 câbles aussi épais qu'un poignet robuste, brillants comme des couleuvres d'eau. 2 naissaient à la hauteur des tempes, 2 autres au-dessus de la nuque, de part et d'autre d'un sillon de peau bleutée. Une sorte de diadème ridicule couronnait ensuite le jeune front, un autre gâteau de tresse chargeait plus bas la nuque humiliée. Les portraits jaunis de Juliette en font foi, il n'y eut jamais de jeune fille plus mal coiffée. « La petite malheureuse », disait madame Pommier en joignant les mains. « Tu ne peux donc pas mettre ton chapeau droit ?» demandait à Juliette madame Donneau en sortant de la messe. « C'est vrai qu'avec tes cheveux... Ah, on peut dire que ce n'est pas une vie, des cheveux comme les tiens. » Le jeudi matin vers 10 heures, il n'était donc pas rare que je trouvasse, encore couchée et lisant, ma sœur aux longs cheveux.
Toujours pâle, absorbée, elle lisait avec un air dur, à côté d'une tasse de chocolat refroidi. À mon entrée, elle ne détournait guère plus la tête qu'aux appels « Juliette, lève-toi » montant du rez-de-chaussée. Elle lisait, en roulant machinalement à son poignet l'un de ses serpents de cheveux, et laissait parfois errer vers moi sans me voir le regard des monomanes, ce regard qui n'a ni âge ni sexe, chargé d'une défiance obscure et d'une ironie que nous ne pénétrons pas. Je goûtais dans cette chambre de jeune fille un ennui distingué dont j'étais fière. Le secrétaire en bois de rose regorgeait de merveilles inaccessibles. Ma sœur aux longs cheveux ne badinait pas avec la boîte de pastel, l'étui à compas et certaines demi-lunes en cornes blanches transparentes, gravées de centimètres et de millimètres, dont le souvenir mouille parfois mon palais comme un citron coupé. Le papier a décalqué les broderies, gras, d'un bleu nocturne, le poinçon a percé les roues dans la broderie anglaise, les navettes à frivolité, les navettes d'ivoire, d'un blanc d'amande, et les bobines de soie couleur de pan, et l'oiseau chinois, peint sur riz, que ma sœur copiait au passé sur un panneau de velours. Et les tablettes de bal à feuillets de nacre, attachées à l'inutile éventail d'une jeune fille qui ne va jamais au bal. Ma convoitise domptée, je m'ennuyais. Pourtant, par la fenêtre, je plongeais dans le jardin d'en face, où notre chatte Zoé rossait quelques matous. Pourtant, chez Madame Saint-Alban, dans le jardin contigu, la rare clématite, celle qui montrait sous la pulpe blanche de sa fleur comme un sang faible courant sous une peau fine des vénules mauves, ouvrait une cascade lumineuse d'étoiles à six pointes. Pourtant, à gauche, au coin de l'étroite rue des Sœurs, Tatave, le fou que l'on disait inoffensif, poussait d'une clameur horrible sans qu'un trait de sa figure bougeât. N'importe, je m'ennuyais. « Qu'est-ce que tu lis, Juliette ? Dis, Juliette, qu'est-ce que tu lis ? Juliette !» La réponse tardait à venir, comme si des lieues d'espace et de silence nous eussent séparés. Fromont jeune et Risler aîné. Ou bien la Chartreuse de Parme. La Chartreuse de Parme, le vicomte de Bragelonne, Monsieur de Camors, le vicaire de Wakenfield, la chronique de Charles IX, la Terre, Lorenzaccio, les monstres parisiens, Grand Maguet, les Misérables. Des vers aussi, moins souvent. Des feuilletons du temps, coupés et cousus. La collection de la Revue des Deux Mondes, celle de la Revue Bleue, celle du Journal des Dames et des Demoiselles, Voltaire et Ponson du Terrail. Des romans bourraient les coussins, enflaient la corbeille à ouvrage, fondaient au jardin, oubliés sous la pluie. Ma sœur aux longs cheveux ne parlait plus, mangeait à peine, nous rencontrait avec surprise dans la maison, s'éveillait en sursaut si l'on sonnait. Ma mère se fâcha, veilla la nuit pour éteindre la lampe et confisquer les bougies. Ma sœur aux longs cheveux, enrhumée, réclama dans sa chambre une veilleuse pour la tisane chaude, et lut à la flamme de la veilleuse. Après la veilleuse, il y eut les boîtes d'allumettes et le clair de lune. Après le clair de lune, ma sœur aux longs cheveux, épuisée de romanesque insomnie, eut la fièvre, et la fièvre ne céda ni aux compresses ni à l'eau purgative. « C'est une typhoïde », dit un matin le docteur Pommier. « Une typhoïde ? Oh, voyons, docteur, pourquoi ? Ce n'est pas votre dernier mot ?» Ma mère s'étonnait, vaguement scandalisée, pas encore inquiète. Je me souviens qu'elle se tenait sur le perron, agitant gaiement, comme un mouchoir, l'ordonnance du docteur Pommier. « Au revoir, docteur, à bientôt. Oui, c'est ça, revenez demain. » Son embonpoint agile occupait tout le perron, et elle grondait le chien qui ne voulait pas rentrer. L'ordonnance au doigt, elle alla, avec une moue de doute, retrouver ma sœur, que nous avions laissée endormie et murmurante dans la fièvre. Juliette ne dormait plus. Les yeux mongols, les 4 tresses luisaient, noirs, sur le lit blanc. « Tu ne te lèveras pas aujourd'hui, ma chérie, » dit ma mère. « Le docteur Pommier a bien recommandé. Veux-tu boire de la citronnade fraîche ? Veux-tu que je refasse un peu ton lit ?» Ma sœur aux longs cheveux ne répondit pas tout de suite. Pourtant, ses yeux obliques nous couvraient d'un regard actif où errait un sourire nouveau, un sourire apprêté pour plaire. Au bout d'un court moment, « C'est vous, Catulle ?» demanda-t-elle d'une voix légère. Ma mère tressaillit, avança d'un pas. « Catulle ? Qui Catulle ? » « Mais Catulle Mendes !» répliqua la voix légère. « C'est vous ? Vous voyez, je suis venue.
J'ai mis vos cheveux blonds dans le médaillon ovale. Octave Feuillet est venu ce matin, mais quelle différence! Rien que d'après sa photographie, j'avais jugé. J'ai horreur des favoris. D'ailleurs, je n'aime que les blonds. Est-ce que je vous ai dit que j'avais mis un peu de pastel rouge sur votre photographie, à l'endroit de la bouche? C'est à cause de vos verres. Ce doit être ce petit point rouge qui me fait mal dans la tête depuis. Non, nous ne rencontrerons personne. Je ne connais d'ailleurs personne dans ce pays. C'est à cause de ce petit point rouge et du baiser. Catulle, je ne connais personne ici. Devant tous, je le déclare bien haut. C'est vous seul, Catulle. Ma sœur cessa de parler, se plaignit d'une manière aigre et intolérante, se tourna vers le mur et continua de se plaindre beaucoup plus bas, comme de très loin. Une de ses tresses barrait son visage, brillante, ronde, gorgée de vie. Ma mère, immobile, avait penché la tête pour mieux entendre et regardait avec une sorte d'horreur cette étrangère qui n'appelait à elle, dans son délire, que des inconnus. Puis elle regarda autour d'elle, m'aperçut, m'ordonna précipitamment « Va-t'en en bas !» Et comme saisie de honte, elle cacha son visage dans ses deux mains.